Quentin et moi avons survécu à cette première nuit dans la savane. J'ai entendu un léopard passer près de ma tente, mais je lui ai pissé dessus et il s'est barré. Bon bah là, petit déj. Et après, d'ici une demi-heure, on part pour le safari. Waouh. Voilà, c'est mon véhicule, je vais le conduire là. Je suis prêt. Tu pèses un peu là. Pas trop, non, je fais que 65 kg à peu près. C'est le moment, Quentin, c'est parti là. On n'y est pas encore. C'est parti, Quentin. Quentin, derrière toi, une girafe. Une girafe. Le parc national de Mikumi est le 3e plus grand de Tanzanie. Une vaste région de plaine alluviale, de collines et de savanes arborées. L'endroit rêvé pour découvrir la mégafaune africaine. Évidemment, comme pas mal de personnes, un de nos objectifs, c'est l'observation du Big Five. Les 5 mammifères qui étaient les plus difficiles à chasser au milieu du 19e siècle pour les vieux fusils occidentaux de l'époque victorienne. Les 5 animaux en question sont le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le buffle d'Afrique et le rhinocéros noir. Dans le parc de Mikumi, tous sont présents, mis à part le rhinono. Accessoirement, ce n'est pas moins de 400 espèces d'oiseaux qui fréquentent la région, et avec Quentin, on est plutôt branché ornitho. Vous le sentez venir, le futur quiz ? Ce que vous allez voir, c'est la compilation de 2 jours de safari en la compagnie de Charles, Quentin, Anko, notre guide Jefferson et moi-même. La chance qu'on a, c'est que Charles parle couramment swahili, et quasi à chaque fois, on lui demandait le nom swahili des animaux. Donc pour une fois, en plus du nom vernaculaire français et du nom scientifique, je rajouterai parfois le nom en swahili. Pour ce qui est de la prononciation, rien de difficile, c'est une langue très phonétique qui emploie le même alphabet que nous. Il ne nous aura fallu qu'une dizaine de minutes de safari pour apercevoir déjà le roi des animaux. Premier lion, Quentin. Premier lion, belle bête. Un gros chat qui fait sa toilette sur un tas de merde, c'était magnifique. Il y a un éléphant juste dans les herbes à éléphants, dans le miscanthus. Waouh. Mais il est à genre 20 mètres quoi. Ils sont magnifiques les éléphants. Alex, tu l'as ça? Ouais. Ouais, je l'ai. Il a une énorme... une énorme queue. Elle est sortie, hein. On la voit qui pendouille. Attends, je vais zoomer dessus. Un éléphant à 5 pattes. Ah bah de toute façon, les adultes c'est tous des femelles. Hein. Ah ouais, c'est ouais, les 2 grandes là à droite. Les mâles adultes ils se cassent, hein, ils restent pas dans les troupeaux. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, c'est matriarcal les éléphants. Ouais. Ah ouais.
Dès que t'es un mâle, il est suffisamment adulte, il se tient. Yeah, all the big ones are females only, and the males are not here. There? Yeah. For the elephant? Yeah, But men are there, just female. all females. Je tiens à préciser une chose pour le début de ce safari. Dans les parcs nationaux africains, pas mal d'animaux ont développé une certaine habitude à la présence humaine, ce qui peut sembler diminuer leur nature sauvage. Cependant, cette proximité joue un rôle crucial dans leur conservation. Grâce aux rangers dévoués et aux efforts de protection, ces animaux bénéficient d'un environnement sécurisé où ils peuvent prospérer, notamment à l'abri des braconniers. L'écotourisme, en attirant des visiteurs du monde entier, génère des fonds essentiels pour les organisations de conservation, permettant de préserver ces écosystèmes uniques et de soutenir les communautés locales. De plus, dites-vous que seule une zone restreinte du parc est fréquentée par les véhicules. Une grande partie de Mikumi reste beaucoup plus sauvage. Ça va Quentin? Ouais, c'est bien, j'aime bien l'Afrique moi. Tu vas te faire mordre le mamba par un mamba? Voilà. Mon petit mamba blanc, il va se faire bouffer par un mamba noir. Ça, c'est des excréments de girafe, twiga. Et ça là, ça c'est des excréments style antilope, style impala. Voilà, on en apprend de jour en jour avec Quentin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre merveilleux guide. Jefferson, the guide. We're introducing you to YouTube, to the French. Oh, vous êtes là. Attends, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? L'impala est incontestablement l'espèce d'antilope la plus commune à Mikumi. Athlétique, l'impala peut courir jusqu'à 90 km/h et tenir une vitesse de croisière de 40 km/h pendant plusieurs kilomètres. Sa principale technique de fuite consiste à bondir dans des directions aléatoires, ses bonds pouvant atteindre 10 mètres de long et 3 mètres de haut, ce qui en fait la deuxième meilleure antilope sauteuse après le springbok. Conclusion, elle rivalise aussi bien en vitesse pure avec le guépard, en saut avec les léopards et les lions, et en endurance avec les lycaons et les hyènes. On reconnaît aisément le mâle à ses cornes en forme de S qui mesurent de 40 à 90 cm de long. Il est également légèrement plus grand et plus lourd que la femelle. L'espèce abonde dans les savanes arborées de l'est de l'Afrique centrale et du sud. Un troupeau est composé de 15 à 100 individus avec un mâle dominant et plusieurs femelles avec leur progéniture, ainsi que d'autres mâles immatures. Durant la saison humide, le troupeau restera uni, alors que durant la saison sèche, les impalas s'éparpillent davantage en raison de la nourriture restreinte, ce qui explique pourquoi on a observé quelques individus ici et là. Les petits oiseaux que vous voyez sur les impalas sont des pique-bœufs à bec rouge, une des deux espèces de la famille des Buffagidae. Cet oiseau d'environ 20 cm de long est muni de pattes fortes dotées de griffes lui permettant de s'agripper au cuir des mammifères sauvages pendant qu'il les débarrasse de leurs parasites externes, comme des insectes ou des tiques. Nous avons également observé son cousin, le pique-bœuf à bec jaune, Buffagus africanus. On retrouve ces petits oiseaux sur une assez grande diversité d'herbivores, comme les gnous ou encore les buffles. Mais c'est assez marrant d'apprendre qu'en revanche, les éléphants ne tolèrent pas du tout leur présence. D'ailleurs, parmi les herbivores les plus communs, on retrouve bien sûr les gnous et les zèbres, emblématiques pour les grandes migrations qu'ils effectuent à travers le Serengeti. Il existe deux espèces de gnous, appartenant au genre Conocaetes. Le gnou à queue blanche, Conocaetes gnu, qui ne subsiste plus qu'en Afrique du Sud, et le plus commun, le gnou bleu, Conocaetes taurinus.
Dans le centre et le sud de la Tanzanie, il s'agit de la sous-espèce Conocaetes taurinus johnstoni. Les gnous mâles règnent sur un harem qui comprend de 5 à 150 femelles accompagnées de leurs petits. Et ça commence à faire un beau paquet de bestiaux. De la même manière, il existe 3 espèces de zèbres. Le zèbre de Grévy, très grand, qu'on retrouve au Kenya et en Éthiopie. Le zèbre de montagne, en Afrique du Sud et en Namibie. Et enfin le plus commun, le zèbre des plaines, qui nous intéresse ici. Et de nouveau, il y a plusieurs sous-espèces de zèbre des plaines. Et à Mikumi, c'est le zèbre de crochet qui est présent. Ce zèbre se distingue par le fait que ses incisives inférieures ne présentent pas d'infundibulum, un nom barbare qui désigne la cavité présente sur le sommet des incisives des équidés. De plus, le zèbre de crochet a des bandes très étroites par rapport aux autres sous-espèces. Sinon, on a également eu la chance de pouvoir observer une autre espèce d'antilope qui se faisait beaucoup plus discrète que l'impala, le coq des roseaux. On reconnaît les mâles car ils ont des cornes beaucoup plus courtes en forme de crochet par rapport à l'impala. Étant donné que Simba ça veut dire lion en swahili, on s'était dit peut-être que Pumba ça voulait dire phacochère. Sauf qu'en fait pas du tout, on dit Gélé. Sauf que les touristes appellent tellement ça des Pumbaa que maintenant les guides, ils appellent ça des Pumbaa aussi. Sinon, le nom anglais du phacochère c'est Warthog. Et ouais, ils ont un peu copié sur Halo les enfoirés. Lorsqu'un phacochère se nourrit, il aura tendance à plier ses pattes avant vers l'arrière. Les coussinets calleux qui protègent les poignets lors de ces mouvements se forment dès le début du développement du fœtus. Le phacochère est un omnivore opportuniste dont le régime alimentaire varie en fonction des saisons. Et ici, en pleine saison sèche, il privilégie les bulbes et les racines qu'il déniche en creusant. On s'est fait attaquer dans la voiture par plusieurs mouches tsetse. Quentin s'est fait piquer une voire 2 fois. Quentin aux portes de la mort. Oh putain, j'en avais une. Allez. J'en avais une sur moi. Je viens d'en avoir une sur moi. Elle est encore là. Mouche tsetse. Tu peux checker mon dos? Ouais, de toute façon on se check les uns les autres. Elles sont souvent dans les zones sèches. I went there. Ah, il y en a une là. Elle est où? Elle est là. Ah non, ça c'était autre chose ça. Putain, mais je suis piqué 2 fois. Là, Quentin, il y en a une. Comme ça. Super. Et il y en a beaucoup à Ngareso? Non. Ok. Là, over here. Je sais même pas si c'est en sorry, it's a mouche tsetse. It's a mouche tsetse. It's a mouche. Que d'aventure hein. Ouais. Je sens déjà la fièvre monter à mon cerveau. Ah, il y en a une là. Là. Où ça là. Je sais pas. Et tu sais, je sais même pas si c'est des mouches tsetse à chaque fois. Hein. Attends. Putain de mouche tsetse. Ce qui est super pendant une telle expérience, c'est que toute observation d'animaux est un nouvel ajout dans le Pokédex. Du coup, forcément, tu cherches beaucoup. Et ce, même pendant que le 4x4 fonce à pleine vitesse sur les pistes. Avec Alex, on n'était clairement pas dans l'optique de se poser dans le siège et d'attendre que ça vienne. Du coup, quand Charles nous explique que dans un arbre auprès duquel on passe, il avait vu un léopard et que le léopard, c'est quand même un animal qu'on a trop envie de voir, je sors les jumelles et je cherche dans ce même arbre. Et ce, malgré les vibrations et les coups de volant. Je sais pas trop comment, à un moment je crois observer une queue. Du coup, tout à coup et dans un calme des plus incertains, je dis à Jefferson de s'arrêter. Et là, un léopard dans un arbre.
Oh, c'est beau, putain, Alex. Il faudra que tu m'envoies cette vidéo avant que tu fasses ta vidéo, parce qu'il faudra que je les montre à mes parents. Je les montre à mon père, ça. Tu les vois les yeux, Alex? Ouais. Par contre, ils nous regardent. Hein. Non, il me regarde moi. Forcément, les autres véhicules comprennent pas trop pourquoi il y a un 4x4 qui est arrêté là et décident de s'approcher et eux aussi l'observent. Du coup, il y a un agglomérat de véhicules qui se fait sous l'arbre. On décide forcément de se rapprocher et c'est pour ça que vous voyez ça. Ces très belles images d'un léopard d'Afrique. Vous remarquerez que le léopard porte un collier radio GPS autour du cou. Ce dispositif de recherche scientifique est une aide pour le recensement des individus, suivre leur comportement et ainsi mieux les protéger. Bon, on a vu quoi là? Tout à l'heure dans l'arbre. Je me rappelle plus, un gros chat. Un gros chat? Un petit. Il était en train de cracher des boules de poils comme ça. Il a spoté? C'est Charles. C'est la voiture. C'est un effort commun. Ok, modestie. L'arbre, toi t'as spoté le modestie. Ouais, Charles Il a vu un arbre, il était là, putain regardez il y a un arbre, j'étais là waouh, il est trop fort. Et moi j'ai vu un léopard dans l'arbre. Je vous ai dit au début que ce n'est pas moins de 400 espèces de piafs qui fréquentent le parc national de Mikumi. Avec Quentin, on était à l'affût de la moindre nouvelle espèce pour remplir le Pokédex. Et au final, on en a vu un paquet. Alors je vais vous en présenter certaines, mais forcément, je n'irai pas dans le détail à chaque fois. Pour commencer, voici un gros piaf dont je ne connaissais même pas l'existence. Le bucorfe du Sud, un gigantesque calao terrestre au long bec courbé surmonté d'un casque creux avec des caroncules noirs ou rouges. Cette espèce vit dans les savanes, les forêts et les prairies, où elle est plutôt vulnérable. Cela s'explique notamment par sa particularité d'être un reproducteur coopératif obligatoire. Chaque couple reproducteur est toujours aidé par au moins 2 autres oiseaux. En gros, pendant que les bucorfs sont juvéniles, ils doivent se taper des stages pour apprendre à devenir parents, et ça pendant plusieurs années, et s'ils le font pas, ils sont incapables de devenir parents à leur tour. On a croisé les bucorfs plusieurs fois pendant le safari, à chaque fois en petits groupes à la recherche de nourriture, reptiles, arthropodes, mollusques, voire petits mammifères. Les pygrièches à longue queue sont facilement observables dans la savane sèche et dépourvue d'arbres. Elles n'hésitent pas à venir se percher très près de nous. Comme la quasi-totalité des espèces du genre Lanus, la pygrièche à longue queue va stocker sa nourriture. Mais elle le fait d'une façon un peu spéciale, en empalant ses proies sur des épines, des brindilles ou carrément du barbelé tant qu'à faire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des reptiles, des amphibiens, des mammifères ou des insectes empalés sur des pics et on appelle ça un lardoir. Quel beau gosse. Ah, merde. Ouais, c'est vrai? Ouais, Ah oui, une deuxième. ah, c'était ça la danse en fait. Je fais pareil toi. Bon. Pendant l'entièreté du séjour, les oiseaux communs qui dénotaient le plus étaient sans aucun conteste les choucadors, des oiseaux africains au plumage bleu luisant. Ils appartiennent à la famille des sturnidés, tout comme les étourneaux. L'espèce qu'on a croisée le plus est le choucador à oreillons bleus. Et quelquefois, nous avons aperçu son cousin, le choucador superbe. L'emblématique vautour d'Afrique s'est manifesté à une seule occasion. Mais cela a été suffisant pour l'admirer, indifférent à notre présence.
en arrivant près d'un grand point d'eau, ce sont d'autres espèces que nous n'avions pas encore observées qui se sont présentées à nous. Pendant de longues minutes, une magnifique hirondelle striée s'est laissée photographier à quelques mètres de la voiture. Juste à côté, ce sont deux guêpiers nains qui se sont perchés. Et enfin, un beau marqué Melba. Très beau guêpier jaune et vert, magnifique. Couleur vraiment pétante. Des hirondelles comme tu n'en as jamais vu en France. Ce que je pensais être à première vue un martin pêcheur d'Europe était en fait un martin pêcheur huppé, une espèce qu'on retrouve en Afrique subsaharienne. Cet énorme nid constitué de branches, avec une petite entrée circulaire, est l'œuvre d'un oiseau énigmatique des zones humides, l'ombrette africaine. C'est la seule espèce de la famille des Scopidés, placée au sein de l'ordre des pélécaniformes, donc une lointaine cousine des pélicans. On reconnaît l'ombrette très facilement à sa grosse tête avec son profil d'enclume. Pour un piaf qui fait entre 50 et 60 cm, c'est dingue de construire un nid aussi balèze. Bon, j'ai bien retardé le moment, mais vous vous en doutez, qui dit Afrique et point d'eau, dit hippo et croco. Les plus gros mâles dépassent les 2 tonnes. Chez les mammifères terrestres, seuls les éléphants et certains rhinocéros peuvent être plus lourds. Semi-aquatiques, les hippos passent leur journée dans l'eau. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont placés sur le sommet du crâne, leur permettant de rester à la surface de l'eau tout en gardant le corps immergé. Leur densité les autorise à plonger et à marcher au fond de l'eau, mais il ne faut pas les sous-estimer, car ils peuvent courir à plus de 30 km/h sur la terre ferme. Au crépuscule, les hippos sortent de l'eau et se mettent en quête de pâturage, l'herbe étant leur principale source de nourriture, les plantes aquatiques étant minoritaires dans leur alimentation. Ils parcourent ainsi jusqu'à 10 km chaque nuit. Particularité intéressante, la peau des hippos sécrète une substance rougeâtre appelée sueur de sang, mais en fait c'est ni de la sueur ni du sang. Cette substance inhibe la croissance des bactéries pathogènes et protège les hippos du soleil. Quand ils sont dans l'eau, les hippopotames sont très territoriaux. Un mâle contrôle en moyenne 250 mètres de rivière avec une dizaine de femelles. Les jeunes mâles immatures sont tolérés dans les territoires des dominants du moment qu'ils demeurent bien soumis comme il faut. Une fois adulte, un hippo n'a habituellement aucun prédateur. Et vous le savez peut-être, mais on le considère comme le mammifère le plus dangereux d'Afrique, pouvant renverser des embarcations, poursuivre des types sur la terre ferme et malheureusement causer des morts. Il y a une anecdote sur les hippos qui me fume de rire. Dans les années 80, le petit Pablo Escobar, il a fait venir des hippos dans son domaine en Colombie, histoire de kiffer. Sauf que après sa chute, les hippos sont restés, et désormais, c'est une centaine d'individus qui vivent au nord-ouest de Bogota. Et ils posent pas mal de soucis, ouais. Arrête, Simon, elle continue. Oh la vache.
Quentin a perdu un pari et va nager en crawl dans la hippopool. Le pari visait à monter sur un zèbre, je te rappelle, et pas traverser cette putain de poule parce que, ok, il y a des hippopotames, mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y a un petit croco là-bas. Ouais. Et il y en avait un autre là-bas. Et là, il y a quand même bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 hippos, dont 2 petits et ouais, 4 mâles, 4 adultes quoi. Donc c'est mort. Jamais je traverse. Personne ne peut traverser ça sans se prendre un petit coup dans la gueule quoi. Ok. Il y en a un qui est littéralement à 5 mètres. Juste là, Sous l'eau, ouais. il y en a 2. Mais il y en a un encore plus près qui est sous l'eau. Ouais, sinon la majorité du groupe ils sont là-bas. Ah bah il y en a un qui se ramène là. Il y en a un qui se ramène juste là. Ouais, sa petite tête, il nous fonce droit dessus là. Mais je pense qu'un hippopotame ça pèse 20-30 kg max. Hein. Regarde. Il nous fonce droit dessus. Il nous fonce droit dessus, what the fuck. Il y a un hippo qui nous fonce droit dessus par contre. Le mec il a peur à moto, il a peur des hippos. J'ai pas de peur, je recule un peu. Je rigole. Oh. Putain, aucune sécurité, c'est des touristes comme ça qui se font tuer comme des cons. Ouais. C'est méga rapide. Tu sais pas où il est. S'il veut, voilà, surtout que tu sais pas où il est là. Et ça se trouve, il est littéralement dans ton cul. Là il y a mes caméras, là il y a Quentin et là-bas il y a un crocodile. Quentin va essayer de sauter sur le crocodile là. Il a perdu un pari. Ça, c'est ma toute première observation d'un crocodilien dans son milieu naturel. Un crocodile du Nil, Crocodilus niloticus. Bon, contrairement à ce que leur nom laisse penser, l'espèce se rencontre dans une grande partie de l'Afrique. Mais par contre, de nos jours, il a disparu du Nil égyptien. C'est l'un des 4 plus grands crocodiliens du monde, avec le crocodile marin, le gavial du Gange et le caïman noir, puisque les mâles adultes crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres, voire plus de 6 mètres. Comme le célèbre Gustave, un crocodile du Nil ayant vécu au Burundi et qui aurait fait plus de 300 victimes le long de la rivière Rusizi, pas sûr de la prononciation, ainsi que sur les rives du Tanganyika. Fait exceptionnel, Gustave est connu pour avoir tué et dévoré un hippo adulte, chose invraisemblable pour un croco classique. Alors pour ceux de Mikumi, laissez tomber, car pour le coup, ce qu'on a vu devait mesurer maximum dans les 2 mètres. Mais c'était trop stylé! Certes, les gros et emblématiques mammifères ainsi que les oiseaux exotiques, c'est déjà la folie. Mais perso, les bestioles que je voulais aussi beaucoup observer, ce sont les reptiles. On a été déjà bien servi avec les crocos, mais avec Quentin, depuis notre arrivée, on cherche des serpents. Bon bah là on vient à l'instant de voir le premier serpent là. On voit la queue, je vois encore la queue, mais là dans les buissons, waouh, non mais il y a trop de trucs là. Pas vu la tête, donc impossible à déterminer. Mais on a eu plus de chance avec les lézards, des gros lézards. Mais j'avoue, ce n'est pas en haut des arbres que je m'attendais à les croiser. Voici un varan des steppes d'Afrique orientale, le 2e varan d'Afrique en termes de taille, pouvant atteindre 2 mètres de long. On le reconnaît à sa grosse tête arrondie. Le truc plutôt comique, c'est que le plus grand varan d'Afrique, on l'a aussi croisé dans un arbre peu de temps après. Semi-aquatique, le varan du Nil est également un bon grimpeur, surtout quand il est jeune. Les narines placées sur le haut du crâne témoignent de son adaptation à la nage pour mieux respirer en surface. Sa longue queue aplatie verticalement lui sert aussi d'organe de propulsion dans l'eau et de balancier pour la grimpe. Il a la queue posée, les 2 pattes, et du coup il écarte vraiment les pattes. Vraiment ses couilles, non ? Et on voit l'endroit où il y a le cloaque. Je pense qu'au bout d'un moment, il nous a captés en train de le reluquer, tranquillement perché sur son spot. Bien joué Quentin. On l'a chopé hier soir là. Oh le petit café dans la savane. Depends size, where it is. Derrière moi il y a un immense baobab et il y a une super grande cavité creuse dedans. C'est assez dingue. Ça c'est la taille du machin.
Et vous avez la cavité creuse à l'intérieur. Et il y a carrément des marches qui ont été sculptées dedans. Parce qu'en gros, c'était utilisé par les braconniers pour se cacher des rangers ou des prédateurs, quoi. Et il y a un peu d'écho. Oh! Et ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'il y a pas mal de crânes au pied du baobab. Alors on a au milieu le crâne de buffle, à droite le crâne de gnou, et à gauche là-bas le petit crâne d'impala. On voit bien la différence de taille et surtout au niveau des cornes, quoi. Et là on a Quentin Nogues, spécimen douteux. Coucou, je vais essayer de grimper dans l'arbre des braconniers là. Voilà. Je prépare parce que je pense qu'il va se péter quelque chose, surtout qu'il y a des cornes en bas. Donc, si jamais il tombe, en plus il va bien, hein. Bonne réception. Ok, alors... Mais la corde elle a pas l'air très résistante, Alex. Oh. Non, 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 arrête. Je vais mourir, Quentin. Si ça tombe... Quentin. Oh putain. Bon bah, j'arrive pas à grimper comme les braconniers. Ça monte vraiment haut en vrai. Il y a vraiment de la hauteur. On se rend pas compte avec la caméra, je pense, mais... La corde glisse trop. On se rend pas compte avec la caméra, mais il y a quand même... Je me demande si c'est pas une cavité tout en haut, tu vois. Oh, en vrai, c'est costaud, hein. Tu te dis ça te charge. On va faire une simulation. Alors, je me mets en position. Vas-y, Alex. Oh là là. Ouais, voilà. 3 éléphants qui se balancent et balance ton quoi. Ouais, bah c'est un baobab, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Ça monte tout là-haut. Ouais. C'est haut, hein. Il va bien dû faire ça. Aïe. Donne-la moi. Dans la savane, il n'y a pas que des grosses bestioles. À l'intérieur du baobab, j'ai pu observer pendant de longues minutes une guêpe maçonne en train de fabriquer son nid d'argile. Comme toutes les guêpes maçonnes du genre Scélifron, la Pélopée tourneur est une guêpe arachnophage. Dans son nid, elle stockera des araignées de différentes espèces et avant de le refermer, elle pondra un œuf sur la dernière des proies paralysées qui servira de premier repas à sa descendance. C'est ouf parce qu'il y a même les tout petits rouges là, je pense que c'est des larves de la même espèce, des juvéniles, et bah ils sont aussi en train de grailler, c'est un truc de fou. Oh, il y a peur de grimper. On grimpe dans le baobab. Tu sais que j'ai le vertige, hein, par contre. Ah ouais? Bah attends, tu fais des randos en montagne et t'as le vertige. Oula, elle tient pas beaucoup. Toi t'as un beau fessier, hein. Oh. Oh. Ah, putain, mais t'as vu la texture du baobab, quoi. Ah putain. Oh non, il est stressé. Non, je peux passer le... Oh non. Shut the fuck up, bitch. Je suis dans un baobab. Un très gros baobab. Ça, c'est l'écorce du baobab. Ça fait vraiment genre peau d'éléphant, c'est une dinguerie, quoi. Bon, bah on est là, tranquille, dans la savane. Il fait beau, il fait chaud. Avec un petit verre de rouge. Du Bordeaux en plus.
Bah là on a trouvé un fruit du baobab. Bah, je vais manger, je vais goûter, je vais dire ce que ça a comme goût. Ça a le goût de clémentine en tout cas, c'est sûr. Tu veux voir le fruit un peu plus près? Rigolo. Voilà. Goûter, c'est super bon, plein de protéines. Les girafes qu'on trouve en Tanzanie sont des girafes Maasai. Alors en fonction des scientifiques, soit on considère la girafe Maasai comme une espèce à part entière, parmi les 9 espèces de girafes existantes, soit on considère que c'est une sous-espèce de girafe, et dans ce cas, c'est aussi le cas pour les autres. La taxonomie des girafes est encore débattue dans la communauté scientifique, et les 9 populations se différencient par leur robe et leur forme. Néanmoins, une étude génomique de 2021 met en avant 4 espèces distinctes et 7 sous-espèces. Avec environ 35 000 individus, les girafes Maasai sont les girafes les plus nombreuses à l'état sauvage. La Maasai se distingue des autres girafes par ses taches en forme de feuilles sur le corps, et par sa queue qui se termine par une longue touffe de poils bien noirs. C'est également la plus grande des girafes. Les mâles peuvent atteindre 5,50 m de haut pour 2 tonnes, tandis que les femelles mesurent plutôt entre 4 et 4,60 m pour 750 kg à 1 tonne. La grande taille de ces majestueux animaux, combinée à leur puissante langue bleue préhensile de 50 cm, leur permet d'atteindre les feuilles les plus tendres de la savane. Sur la tête des girafes sont présents 2 protubérances recouvertes de peau appelées ossicones. Les ossicones des femelles sont couverts d'une touffe de poils, tandis que ceux des mâles en sont pratiquement dépourvus après quelques combats. Parfois, en plus des 2 ossicones, les mâles développent des dépôts de calcium sur leur crâne, qui finissent par donner l'impression que d'autres ossicones sont présents. Adulte et en bonne santé, le lion est le seul prédateur dont la girafe doit se méfier. Mais faut pas la sous-estimer non plus, car d'un seul coup de sabot, elle peut tuer un gros minet. 15 000 $ si on écrase une girafe. 15 000 $ pour écraser une girafe. Ah non mais elle va traverser là. Wow. What the fuck man. Regardez les autres. Ouais. Il y a une girafe qui traverse. Oh, il y en a une autre juste là. Ah oui. Waouh. Oh la dinguerie. Mais c'est en camion, on est en voiture aussi. Bon, on est dans l'endroit apparemment le plus dangereux du parc pour manger. Quentin, les toilettes sont là-bas. Voilà, donc on va y bouffer. On a vu qu'il y avait des animaux. On est arrivé quand même, on a quand même fait fuir une girafe, un troupeau d'Impala. Donc ça sent qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là, quoi. Et en plus, il y a un super arbre à léopard là. Et il y a de la merde de babouins partout sur les tables. Ouais. Donc là, c'est parfait pour bouffer, quoi. Un endroit idéal pour un petit groupe de safari pour aller bouffer. Petite pause déj, quoi. Je vous présente le primate le plus commun de la région, le babouin cynocéphale, également appelé babouin jaune. Il fréquente les savanes et les forêts claires d'Afrique de l'Est. C'est l'un des primates africains qui s'est le mieux acclimaté aux régions denses en humains. Les babouins cynocéphales vivent en groupe de 8 à 200 individus. Je sais pas combien il y en avait à ce moment-là, mais c'était trop dur de les compter.
On a aussi vu quelques vervets, une autre espèce de singe. Mais bon, c'est surtout les babouins qui étaient les plus présents à Mikumi. C'est ce que je te dis. Je crois que c'est une échasse blanche. Immantopus, Immantopus. Ça, c'est de la cigogne qui envoie du lourd. Le jabirouk d'Afrique est la plus grande espèce de ciconiidés avec le marabout d'Afrique. 1,40 m à 1,50 m de haut pour une envergure de 2,60 m. Le bec, très impressionnant, est rouge-orangé et marqué au deuxième quart de sa longueur par une bande noire, tandis que la base est recouverte d'une large caroncule aplatie en forme de sel de couleur jaune. What the fuck? What? Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, il existe à l'heure actuelle 3 espèces d'éléphants. Il y a l'éléphant d'Asie, appartenant au genre Elephas, et sur le continent africain, on différencie désormais l'éléphant de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana, et l'éléphant de forêt d'Afrique, l'Oxodonta cyclotis, plus petit que son cousin et qui vit en groupe plus restreint. Mais nous, on s'intéresse à l'éléphant de savane, tout simplement le plus grand des animaux terrestres vivant actuellement sur notre planète. En moyenne, 4 mètres au garrot, 6,5 tonnes pour le mâle et 4 tonnes pour la femelle. Lors de notre safari, nous avons croisé plusieurs groupes d'éléphants et dans l'un d'eux, il y avait un individu sans défense. Pour vous expliquer ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Le Mozambique a connu la guerre civile de 1976 à 1992. Afin de financer le conflit, 90% des éléphants furent tués pour nourrir les combattants, mais aussi pour acheter des armes grâce à la vente de l'ivoire. Sélection naturelle oblige, dans cette région, à cette période, être un petit éléphanteau qui naît sans défense s'est avéré être un avantage biologique face aux braconniers. Normalement, cette caractéristique ne touche que 2 à 4% des éléphants femelles d'Afrique. Or, dans le parc Gorongosa, au Mozambique, sur 200 femelles adultes, 51% de celles qui ont survécu à la guerre sont dépourvues de défense, tout comme 32% des femelles nées après la guerre. Le braconnage exerce une forte pression sur les pachydermes. Il affecte également la taille des défenses pour ceux qui en ont encore. Chez les éléphants mâles, l'absence de défense est extrêmement rare. Mais en moyenne, les défenses des mâles nés après 1995 étaient 21% plus petites que celles des mâles des années 60.
Sauf que les défenses, elles ne sont pas là que pour faire joli. Les éléphants les utilisent au quotidien, pour creuser des trous afin de trouver de l'eau ou des minéraux essentiels, pour ôter l'écorce des arbres et diversifier leur alimentation, ou encore pour s'affronter en période de reproduction. Il est également intéressant de constater que chez les éléphants d'Asie, les femelles n'ont pas de défense, et qu'en fonction des populations, les mâles en sont également dépourvus. Une trace marquante de la pression de braconnage et de chasse exercée par l'homme depuis des siècles. On l'a précisé au début du safari, les éléphants vivent dans une société matriarcale. Les troupeaux sont composés d'une dizaine de femelles et de jeunes éléphantaux. Après la maturité sexuelle, les mâles quittent le groupe et vivent soit en solitaire, soit forment une alliance provisoire avec un collègue. Et en cette fin de journée du deuxième jour, nous avons eu la chance de croiser 2 gaillards venus s'abreuver au point d'eau. Oh, il s'est jeté de la boue. C'est un mâle, hein. Ah ben. Il a une énorme paire de couilles. Oh, il s'est jeté de la boue sur le dos. Oh, il est maintenant sur le ventre. Oh, il me fait un coucou avec sa trompe. Regarde. Non, c'est moi qui regarde. Il y en a un qui est vraiment plus gros que l'autre. Ouais, il y en a un, il est énorme. Waouh. Bon, si vous avez suivi, pour l'instant, on a observé 3 bestiaux du Big Five. Le lion, l'éléphant et le léopard. Et pour rappel, on ne peut pas observer le rhinocéros à Mikumi. Et c'est ainsi qu'en plus des 2 éléphants mâles, un troupeau de buffles se ramène sur le point d'eau. Il s'agit de la sous-espèce la plus répandue et la plus balèze, le buffle du Cap, Syncerus caffer caffer, 700 kg armé de cornes de 1,50 m d'envergure. On comprend pourquoi le buffle est l'un des animaux les plus dangereux du continent. Certains le surnomment The Black Death ou encore The Widowmaker. Il va chier, ouais. Ah, Chier. je sens. Il y en a un qui a pété en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un éléphant là, un autre qui est parti derrière. Plein de buffles là-bas qui attendent pour aller boire. Et Quentin que j'ai missionné pour filmer des gros insectes. Des très gros insectes.
Nerugera ularku mididio ahaya aya Nerna mai se sirita muye Masilanu baga nalo keirine Sombolinga ya namanya ngirisa Namanya lala ke saigo Manya kabage lolo sonye Manya lagu mugula woro siga Murabarge ayo mugerisio Chemin de terre battu, là où la mort nous guette. Nous sommes arrivés au village de Engaresero.